Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy. Sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. En deuxième partie d'émission, vous le savez tout à l'heure, la suite de mon entretien avec Jean-Pierre Girard. Nous allons continuer à parler des expériences de psychokinèse qu'il a produites, de ses ouvrages bien entendu, avec pas mal d'autres surprises. On parlera notamment encore des expériences qu'il a menées sur le vivant, d'abord dans des éprouvettes, sur des colibacilles et ensuite sur un jeune homme. C'était en Russie, des expériences tout à fait étonnantes et pour le moins quelque peu étranges. Mais en première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'il vient souvent dans les aventuriers de l'étrange, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir. Bonsoir le Bénédicte. Alors, je dis docteur, mais en fait, c'est le romancier que je reçois ce soir pour la publication de votre roman intitulé La mort décodée aux éditions Exergue. Nous allons avec vous découvrir ce roman. Alors, j'entends déjà la question de ceux et celles qui nous écoutent, qui doivent se dire mais pourquoi parler d'un roman après tout dans une émission qui parle essentiellement de recherche scientifique dans le domaine du paranormal? Eh bien justement, nous n'en sommes pas loin parce que petite réponse rapide, docteur Jean-Jacques Charbonnier, on y reviendra plus en détail dans quelques instants bien entendu, mais vous avez dit à travers un roman ce que vous pensez réellement de la transcommunication instrumentale ou encore de l'au-delà ou encore de ce qui se passe derrière la mort. On sait que c'est un sujet qui vous passionne puisque vous travaillez très largement sur les NDE. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est toujours le même public. Et moi j'avais envie de toucher un public de non-initiés au paranormal, un petit peu comme a fait Dan Brown avec son psychode qui a ouvert tout un monde, tout un public à la théologie, et après il y a eu des gens qui sont beaucoup intéressés à la théologie, et moi j'espère toucher à travers ce thriller, ce roman initiatique sur les états de conscience modifiés, des gens qui n'ont jamais entendu parler de médiumnité, ou alors ils ont entendu parler de façon tout à fait péjorative du phénomène médiumnique, ou alors de leur parler aussi des NDE. On en entend beaucoup parler dans certains milieux, mais très peu encore dans d'autres. Et je suis surpris, je dirais presque tous les jours, en tout cas régulièrement, de rencontrer encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces fameuses expériences aux frontières de la mort. Donc je crois qu'il y a toute une population de lecteurs qui est à conquérir au niveau de paranormal, et je crois que le roman initiatique est un bon outil pour communiquer dans ce public-là qui est pas forcément sensibilisé à l'ésotérisme. Nous allons parler donc de ce roman en votre compagnie. Tout à l'heure, Jean-Pierre Girard, que vous connaissez, j'imagine, Jean-Jacques Charbonnier. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, qui n'a pas entendu parler de Jean-Pierre Girard. Voilà. Alors, je sais que en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup le rencontrer parce que j'apprécie beaucoup les ouvrages qu'il fait, qui sont des véritables références incontournables sur l'au-delà, sur le paranormal, etc. Je trouve qu'il fait un travail de conférencier remarquable. Et j'aimerais bien le rencontrer un jour. Je crois que nos chemins vont se croiser parce que quelquefois je passe après lui après moi. Enfin bon, je pense qu'à un moment donné on va se croiser. Très bien, vous aurez peut-être même le plaisir, l'occasion de le croiser dans les aventuriers de l'étrange, en chair et en os. Je veux dire, c'est un projet que nous avons sous le coude et je vous en parlerai le moment venu. Si vous avez éventuellement, vous, vécu des phénomènes paranormaux, vous qui nous écoutez, vous pouvez m'appeler au 0826 300 300 et plus particulièrement si vous pensez pouvoir avoir un don de psychokinèse, c'est-à-dire par la force de la pensée, déplacer un objet, le transformer. Vous m'appelez 0826 300 300 et n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Le romancier Jean-Jacques Charbonnier est mon invité dans les aventuriers de l'étrange pour commencer cette émission. Ce n'est pas le premier roman, docteur Charbonnier.
Non, j'avais déjà écrit donc plusieurs romans plus ou moins initiatiques comme Coma dépassé, Derrière la lumière, Éternelle jeunesse. Ouais. Et puis tout récemment ce livre qui n'est plus un roman, qui s'appelle L'après-vie existe et qui fait état de toutes mes expériences personnelles et puis professionnelles surtout, Ouais. sur ces expériences de mort imminente. Mais comme je l'ai dit il y a un instant, c'est essentiellement ciblé sur un certain nombre de Ouais. lecteurs qui vont s'interroger sur l'après-vie, etc. Ouais. Et tandis que là, avec ce roman initiatique, La mort décodée, je pense que il va y avoir des gens qui n'ont jamais entendu parler, par exemple, de TCI, comme vous l'avez dit à l'instant, de médiumnité ou de télépathie ou de near death experience, qui vont être touchés par ça, parce qu'il y a une intrigue, c'est un thriller. Tout à fait. C'est un polar. C'est un polar. Ouais. Et puis à travers ce polar, je fais passer les informations essentielles. Alors, justement, les informations qui passent à travers ce polar, ce roman, je rappelle le titre, La mort décodée aux éditions Exergue. Alors, pour ceux qui vous connaissent, c'est absolument jubilatoire à lire, puisque ce n'est ni plus ni moins que vous, à travers le personnage, le héros principal. D'ailleurs, vous décrivez son caractère à plusieurs reprises, et je me demande si c'est pas un peu le vôtre en même temps, ou du moins vous vous êtes inspiré peut-être de la personne que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous-même, ce qui est le propre de beaucoup de romanciers d'ailleurs, et de personnages qui sont autour de vous. Alors, c'est l'histoire d'un docteur anesthésiste qui s'appelle Roland. En revanche, vous n'avez pas pris le même prénom. Sa femme, parce qu'il y a deux histoires en parallèle qui vont courir, l'une à côté de l'autre, avec un dénouement que l'on ne va pas révéler ici. Racontez-nous ce qu'on appelle dans notre jargon le pitch, en quelque sorte. Oui, je crois que c'est basé sur le point de départ, un drame. D'ailleurs, donc l'accroche du roman, si vous voulez, moi le roman je le vois un petit peu comme un film. Ouais. Donc quand je suis au cinéma, eh bien les premières images du film, souvent, c'est des images qui doivent accrocher. Et il y a un épilogue qui accroche parce que c'est assez violent. C'est un thriller, donc on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire ici, cette scène en tout début de roman, de quoi ce roman va parler, quoi, un petit peu comme quand on voit l'accroche, donc avant le grand film, on voit l'accroche avec une scène qui est complètement décalée. Et puis on a l'explication à la fin du roman, on a l'explication à la fin de l'histoire, et l'histoire débute quelques mois plus tôt, voilà. Et donc c'est basé malheureusement sur une tragédie, la perte d'un enfant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que perdre un enfant sur cette planète, qui peut arriver à un couple? Je crois qu'il n'y a rien de plus atroce. Et à partir de là, il va se construire l'intrigue avec bien sûr des charlatans, des vautours, des médiums qui sont plus appâtés par le gain que par de la philanthropie. Et malheureusement, c'est à cause de ces médiums-là, c'est à cause de tous ces charlatans, tous ces escrocs, qu'il y a une espèce d'amalgame, particulièrement en France, autour de la médiumnité, parce que il y a les bons médiums aussi. Et malheureusement en France aussi, et c'est pour ça que je voudrais communiquer là-dessus, cet amalgame fait que tous les médiums sont des charlatans ou des escrocs, d'après les émissions, les médias, etc. Alors que c'est vrai que je fais pas mal de déplacements à l'étranger, et dans mes conférences, je vois que la place, le rôle social des médiums, les médiums ont un véritable rôle social qu'il faut redonner en France, parce que ce sont des gens qui font du bien. Alors, ce ne sont pas des gens qui sont forcément là pour faire de l'argent. Et vous savez, quand on a des familles qui sont en souffrance, qui ont perdu un être cher, et que cet être cher est passé de l'autre côté d'une façon scandaleuse, comme c'est le cas dans le cas pour la perte d'un enfant, eh bien, ce sont des gens qui sont sous traitement, sous psychotropes, sous anxiolytiques, sous benzodiazépines, etc. Et lorsqu'ils ont, je dirais, une thérapeutique médiumnique, ou peu importe le moyen de la TCI, etc., eh bien, ils abandonnent leurs traitements médicaux. Et on ne peut plus laisser dire maintenant que c'est malsain d'aller voir un médium, de faire de la TCI. C'est l'inverse.
c'est l'inverse. Ce n'est pas malsain du tout d'abandonner un traitement psychiatrique. Ouais. S'il trouve un équilibre comme ça, pourquoi aller condamner, aller démolir toutes ces techniques je dirais, de thérapie du deuil? Et moi, en tant que médecin, je dis, c'est de la thérapie de deuil. C'est de la thérapie de deuil, donc on ne peut pas laisser dire que tous ceux qui font de la TCI, tous ceux qui emploient les services des médiums sont des gens complètement illuminés qui se font exploiter. C'est l'inverse, ils ne se font pas exploiter du tout. La TCI, pour définir ce que c'est, la transcommunication instrumentale, c'est une mise en place d'un système qui permet, alors soit par enregistrement sur bande magnétique ou peu importe le support, d'enregistrer, de servir de support à des voix venant de personnes décédées. Nous sommes d'accord? Oui, tout à fait. Le médium est celui qui peut intercéder et avoir la capacité de dialoguer avec les personnes décédées et de rapporter leurs propos aux personnes encore vivantes. Nous sommes d'accord également. Parlez-nous d'un personnage que vous faites intervenir. Enfin, un personnage, c'est quelqu'un qui existe réellement, Henri Vigneault, que vous citez. Votre héros, dans le roman, assiste à une conférence d'Henri Vigneault et interpelle d'ailleurs votre héros. Et c'est grâce à cette interpellation et à ce qu'il lui dit que le docteur Roland va lever le lièvre et ensuite réussir peut-être à arriver au bout de son aventure. Qui est Henri Vigneault? Présentez-le nous, parce que vous l'avez réellement rencontré, j'imagine. Ah ben oui, tous les personnages qui sont dans ce roman existent. C'est d'ailleurs ce que je mets en exergue. En début de livre, je mets toute ressemblance est absolument volontaire avec des personnages existants ou ayant existé, ce qui est vrai puisque le Père Brune existe bien. Bien sûr. C'est un ami avec lequel nous faisons des conférences, etc., des émissions de radio. Henri Vigneault, pareil. Il était d'ailleurs passé sur antenne de Sud Radio avec moi. Nous avions fait une émission ensemble il y a un petit moment, il y a 2 ou 3 ans. Et Florence Hubert également, qui est un médium qui s'occupe particulièrement de faire des sortes de désenvoûtements de maisons. C'est assez particulier aussi, mais ça existe. Et tous ces gens qui rentrent en scène ont leur propre rôle. Alors quand vous dites que je suis le héros principal, anesthésiste, médecin, c'est pas du tout moi, parce que ce héros justement en question, enfin ce personnage principal autour duquel tourne toute l'action du livre, eh bien c'est quelqu'un justement qui est, je dirais presque à l'opposé de moi. Oui, mais c'était peut-être vous il y a quelques années. Oui. C'est ça que j'ai pensé. Oui, c'est sûr. C'est sûr, j'étais un petit peu cette caricature de médecin, c'est-à-dire un médecin qui est préformaté, qui rejette tout ce qui est paranormal, qui ne veut absolument pas entendre parler de médium, etc. Il a même des réactions violentes d'opposition par rapport à ça. Tout à fait. Et il va être, au fil de l'histoire, conquis par ce monde du paranormal, comme je l'ai été moi. Ça c'est vrai. Alors, qui est Henri Vigneault? Alors Henri Vigneault, donc c'est un médium qui est très impressionnant parce que il fait donc des séances de médium. Moi, j'avais jamais assisté à une séance de médium publique, par exemple. Et la première fois que j'ai fait une conférence sur les NDE, ça s'est fait à Source de Vie Toulouse. C'est une association d'aide aux personnes en deuil. Et j'étais un petit peu, je dirais, sur ma réserve parce que je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est ça, une histoire avec des médiums, est-ce que c'est pas une secte, etc. Et on a toujours cette arrière-pensée. Et puis j'ai découvert ce monde qui est un monde merveilleux de gens qui sont absolument tournés vers les autres, qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est pas de faire de l'argent du tout, c'est au contraire faire du bien aux autres, soulager les personnes qui sont dans le deuil, etc. Et donc là, je pense que avec des personnages comme Henri Vigneault, on est en plein dedans, on est en plein dans ce genre de personnages qui sont là uniquement pour faire le bien. Ce sont pas des gens richissimes, les médiums, mais ils ont une richesse de cœur extraordinaire. Mais quelles sont ces capacités? Alors, ils sont capables, ça paraît incroyable, mais ils sont capables de rentrer en contact avec le monde de l'au-delà et avoir des communications avec donc des entités qui sont de l'autre côté, et donc ils donnent des messages très précis sur donc les conditions dans lesquelles ils sont, etc. Donc les entités qui sont de l'autre côté, quelle a été leur vie, etc. Il y a une espèce de connexion qui se fait, une connexion qui est
presque instantané Mhm. et presque à la demande. Alors, moi, j'ai été interpellé la première fois parce que lorsque j'ai voulu faire cette conférence à Source de Vie Toulouse, je me suis dit d'abord, je vais aller voir comment ça se passe en tant que spectateur. Mhm. Et donc, je me suis trouvé là, la première fois, donc avant de faire ma conférence, avec Henri Vigneault, qui faisait sa séance de médiumnité en public. Et il a interpellé tout un tas de personnes avec des précisions extraordinaires de contacts de disparus. Pour vous donner un petit exemple, il dit à une dame, « Madame, je vois derrière vous, il y a un enfant, il me fait signe, il me fait signe, c'est un enfant de 8 ans à peu près. » Et la femme qui était là a dit, « Oui, c'est mon fils, je viens de le perdre. Mais pourquoi il me montre un petit ours ?» Il me montre un petit ours, il donne des détails comme ça. Mhm. Vous le racontez dans votre roman, donc voilà. C'était une scène vraie, quoi. Ah oui, mais la plupart des scènes qui sont là, qui s'articulent autour d'une fiction, mais sont vraies, sont réelles. Et la dame en question dit, mais c'est l'ours qu'on lui a mis dans le cercueil, qu'il montre. Voyez. Alors moi je me suis dit, mais ça c'est pas possible, c'est un numéro de musical. Ils sont tous complices, et toi tu es là, tu regardes ça, mais il y a un truc. On cherche le truc quand on est rationaliste, on dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que ça soit aussi précis. Ou alors est-ce de la télépathie tout simplement, ou une certaine forme de voyance? Voilà. Alors après ça tombe sur moi. Henri Vigneault a un contact avec moi et il me sort des choses sur mon passé que personne ne connaît, que tout juste mon épouse connaît. Là, c'était impossible qu'il y ait... parce que je me suis dit, au tout début, il commence à sortir des choses assez vagues sur ma mère qui était hospitalisée pour une cholécystectomie, donc elle se faisait enlever la vésicule. Bon. Et alors, il me dit, elle est malade, mais ça va aller mieux. Bon, j'ai dit ça, ils ont fait une enquête sur toi, ils sont complices tous, vous voyez, de tout de suite. Et puis, après, il me sort des choses de mon passé. Alors là j'ai dit non, c'est pas possible. Ça, des trucs aussi précis sur mon passé, et très peu de gens qui connaissent, avec les prénoms des gens concernés, une femme que j'avais aidée, etc. Et ça, il pouvait pas le savoir, quoi. Et puis ensuite, sur mon futur, ça, donc il faut lire le roman pour savoir de quoi il s'agit. Et tout ça, toute cette corrélation de faits, tout ce faisceau de présomptions fait que je suis intimement persuadé que le contact est réel. Donc, ils ont bien un contact avec quelque chose d'indicible qu'on ne peut pas appréhender. Alors justement, c'est ça qui m'intéresse, qui est le nœud du problème. Une pause dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio et on se retrouve. À tout de suite, Jean-Jacques Charbonnier. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Jacques Charbonnier est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour parler de son roman qui vient d'être publié aux éditions Exergue, La mort décodée. Alors, Jean-Jacques Charbonnier, le nœud du problème, c'est l'au-delà, le contact à travers un médium, via un médium, avec l'au-delà. Ou par différents moyens qui utilisent par exemple des bandes magnétiques ou encore des enregistreurs cassettes ou que sais-je. Bien, ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Il faut donc pour ça absolument accepter le postulat qu'un au-delà existe. Absolument, oui. On est d'accord? Tout à fait. Or, jusqu'à maintenant, on n'est pas très sûr qu'un au-delà, enfin on n'est même pas sûr du tout qu'un au-delà existe. Ça dépend. Et si il existe, on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble, quelles formes peuvent avoir la vie derrière, etc., etc. Bien sûr, c'est du domaine de l'imaginaire, mais quand vous dites on n'est pas sûr, vous parlez pour vous. Mais moi, je suis absolument sûr. C'est la différence peut-être avec vous, c'est que moi, je suis absolument sûr que l'au-delà existe, vu tous les signes que j'ai reçus, et je ne suis pas le seul médecin donc à avoir reçu ces signes. Et moi, je suis très heureux parce que grâce notamment à Sud Radio, au relais Psyland, etc., entre autres, l'étude franco-canadienne que j'ai lancée sur les perceptions de sortie d'entité du corps au niveau de la télépathie avec les comateux,
ont eu des retours très très favorables d'un certain nombre de médecins, d'un certain nombre de collègues, qui sont comme moi anesthésistes réanimateurs. Pour donner un petit exemple très précis, des gens qui ne veulent plus donc rester dans l'anonymat veulent bien témoigner. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un médecin, anesthésiste réanimateur, qui a commencé à parler, donc je suis le petit domino qui commence à bouger en bout de chaîne, et je pense que je suis en train d'entraîner un certain nombre d'autres dominos. Pour donner un petit exemple précis, le docteur Jean-Pierre Postel, je peux le citer puisqu'il m'a autorisé à le citer comme je voulais, est anesthésiste à l'hôpital de Sarlat, en Dordogne. Il est chef de service d'une unité de réanimation. Donc c'est le chef des autres anesthésistes. Et il me raconte le décès de son père. Comment il a vécu le décès de son père. Il était donc, son papa, sur le point de mourir. Il était dans un service de réanimation, dans un box de réanimation, et il a vécu, ce qui est très intéressant, il a vécu le départ de son père, pas tout seul, il était avec sa femme et son fils. Sa femme est médecin, et son fils fait des études d'infirmier. Ils étaient tous les trois à son chevet au moment du départ, et il me raconte comment ça s'est passé. Donc, ils étaient tous les trois, lui était à la tête du lit, sa femme était au pied du lit et son fils était sur le côté. Ils ont vu se dégager un brouillard, il le décrit comme ça, un brouillard qui a envahi la pièce et qui a commencé par se manifester au niveau de la partie supérieure du corps de son père. Et ils se sont retrouvés tous les trois, c'est ça qui est extraordinaire, dans un tunnel, tous les trois. Dans un tunnel qui était formé, dit-il, d'anneaux couleur lavande. Et dans ce tunnel, il y avait la silhouette de son père. La silhouette de son père qui tardait à aller vers la lumière. Son père s'est retourné vers eux et son fils lui a dit « Va papa dans la lumière » et son père est parti. Et cette expérience-là, ils l'ont vécue à trois, en même temps, simultanément. Alors vous pensez bien que j'ai posé un certain nombre de questions en ce qui concerne la localisation de ce tunnel, puisqu'ils étaient chacun à trois niveaux différents autour du lit. Eh ben non, ils étaient dans le tunnel tous les trois. Ils n'étaient pas, donc il y en a pas un qui était plus en avant, etc. Donc tous nos repères spatio-temporels sont complètement anéantis dans ces expériences d'état de conscience modifié. Ils étaient tous les trois en état de conscience modifié et ils ont rejoint le départ de leur père dans une autre dimension, on pourrait l'appeler comme ça, pour assister donc à ce départ. Et beaucoup, encore hier soir, je faisais un tournage de film à la clinique dans laquelle je travaille avec deux infirmières qui ont vécu elles aussi des expériences avec des comateux. Il se trouve que ces deux infirmières, Cathy et Patricia, ont fait elles aussi des expériences de mort imminente. Une à l'âge de 11 ans, lors d'une appendicectomie, elle est partie, donc elle est sortie de son corps, elle raconte tout ça. Elle est allée rendre visite à ses parents qui pleuraient, et puis elle est re-rentrée dans son corps parce qu'elle a vu que ses parents étaient très très malheureux, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la pièce où on l'opérait, bien sûr. Patricia aussi a vécu une NDE, et elle a vécu sa NDE dans l'hélicoptère qui l'a transportée à l'hôpital après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Et elle a décrit tout ce qui se passait dans l'hélicoptère alors qu'on la croyait en coma profond. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui ont eu une expérience avec ce que j'appelle l'au-delà. Je suis désolé, mais souvent on me critique parce que je parle de l'au-delà, je parle de télépathie. Mais il faut, je crois, appeler un chat, et puis c'est à nous, scientifiques, à rendre la véritable dimension à ces termes-là. La télépathie, ce n'est autre que la communication d'esprit à esprit, sans donc utiliser la parole, le toucher, etc. Moyen de perception normaux. Donc je crois qu'il faut bien dire que ça existe. La télépathie, c'est quelque chose. On ne peut plus dire la télépathie, ça n'existe pas. On ne peut plus dire les NDE, ça n'existe pas. La TCI, c'est exactement la même chose. Je crois que les gens qui parlent en disant
La TCI, c'est de la foutaise, il faut surtout pas en entendre parler. Moi, je suis bloqué sur la TCI, etc. La plupart du temps, ce sont des gens qui connaissent pas, qui n'ont jamais assisté à une séance de TCI. Et il se passe avec la TCI ce qui se passait avec les NDE il y a 30 ans. C'est-à-dire que les gens qui parlent de TCI, ils sont pris pour des illuminés ou des gens qui non. Assister je parle avec des gens qui ont l'habitude d'en faire, assister à des séances de TCI au moins une fois dans votre vie, et vous aurez, je dirais, un cadeau extraordinaire. Ça va vous bouleverser tous vos paradigmes, ça va rentrer en dissonance cognitive au niveau de tout ce que vous connaissez, mais il n'empêche que ça va quand même vous bouleverser sacrément. Et je crois que les gens qui veulent pas en entendre parler, ce sont essentiellement les gens qui en ont peur, parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me dire? Comment ça se passe de l'autre côté? Peut-être que je vais avoir certaines réponses. Peut-être que je vais devenir fou avec ça. Peut-être que je vais devenir addict à la TCI, tellement ça va me paraître extraordinaire. Donc, ils préfèrent surtout ne pas déranger les morts, comme on dit, ne pas aller de l'autre côté, ne pas essayer d'entamer une conversation. Ça n'empêche pas de faire normalement son deuil et de guérir ou d'accepter au moins la disparition d'un être cher. La TCI? Oui. Sûrement. Et moi, je peux vous dire que j'ai donc interrogé des gens. Je rencontre très bien dans. Vous dites que ça permet d'accepter le deuil, hein, on est d'accord. La prévie existe. Ça a une vertu thérapeutique. Ouais. La même chose avec les NDE. Les NDE ont une vertu thérapeutique parce que il ne faut pas quand même être hypocrite dans tout ça, que ce soit les NDE, etc. Qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? C'est de savoir, je pense que les scientifiques qui disent que non, soit ce sont des hypocrites, soit ce sont des menteurs, c'est pas possible. C'est de savoir qu'il existe autre chose après la mort. C'est ça, le véritable moteur de tout ça. Il y en a qui s'en défendent de ça, mais je suis intimement convaincu que c'est faux, que le grand fantasme là-dessus, sur ces études d'expérience de mort imminente, c'est de savoir comment ça se passe après. Et maintenant, nous, en tant que réanimateurs, on a des moyens de faire revenir les gens. Parce que la définition de la mort, encore une fois, c'est tout à fait aléatoire en fonction du temps. Et actuellement, la définition de la mort, elle est tout à fait temporelle. Je suis sûr que d'ici quelques décennies, ça sera plus du tout la même. On saura faire revenir des gens d'états dans lesquels on débranche actuellement, quoi. Jean-Jacques Charbonnier, parce qu'on arrive pas très loin de... Déjà, c'est dommage, j'avais plein de choses à raconter. Mais vous reviendrez, vous venez souvent, donc et on vous accueille toujours avec plaisir. Notamment mes expériences de TCI extraordinaires qui se sont passées à Caen. Je pense que les auditeurs voudront bien les entendre parce que c'est véritablement sidérant ce qui s'est passé là-bas. On en reparlera avec grand plaisir. Mais avant, parce que il y a également à travers votre livre, votre roman, une recommandation. Toutes les personnes qui se disent médiums ou qui proposent leur service pour soi-disant aider les autres ne sont pas blancs comme neige. C'est surtout ça. Et c'est surtout ça qui fait le plus de mal, je dirais, aux médiums, aux gens sérieux, aux gens qui font tout ce travail d'approche. C'est pour ça que dans mon livre, il y a aussi les mauvais. Il y a aussi les méchants, en quelque sorte. Il y a ceux qui exploitent la détresse humaine pour faire de l'argent. Ça, c'est tout à fait scandaleux. Mais vous savez, ça existe dans tous les métiers. Vous avez aussi des médecins qui sont des charlatans. Ah oui, tout à ça fait, existe dans tous les corps de métier. Mais malheureusement, on a l'impression, entendre les médias en France, que ça n'arrive exclusivement qu'aux médiums. Que dès que vous prononcez le mot médium, ça y est, tout de suite, c'est secte, c'est charlatan, c'est escroc. Mais alors comment que pas faire du tout. à ce moment-là? Comment faire, c'est en parler. Je crois qu'il faut qu'il y ait des scientifiques qui parlent, qui soient tout à fait capables de faire la part des choses et aussi de faire des expériences avec les médiums. Vous savez que les policiers, donc, ils utilisent les médiums. Et pourquoi est-ce que, par exemple, dans les unités de réanimation, on n'essaierait pas de faire pénétrer des médiums dans les réanimations pour savoir ce qui se passe avec les comateux, par exemple. Puisque les expériences télépathiques avec les comateux, maintenant, j'en ai toute une collection, ça va faire l'objet d'une publication au printemps prochain dans un livre qui s'appellera Les dernières preuves de la survivance aux éditions Guy Daniel. Le livre est pratiquement prêt. Ça sera un premier jet, si vous voulez, pour les expériences télépathiques chez les comateux, mais ensuite l'étude prospective qui doit être faite de façon rigoureuse, scientifique, avec publication des revues à comité de lecture
lecture, ça c'est quelque chose qui doit être fait, c'est sûr, ça doit être fait. Et on en parle avec mon ami Mario Beauregard, qui est donc chercheur en neurosciences à Montréal. On en a encore parlé la semaine dernière au téléphone. C'est une expérience qui a jamais été faite, ça, cette étude chez les comateux. Les études les possibilités télépathiques, mais de façon intuitive, dans les centres d'éveil, dans les soins palliatifs, etc. On le sait, puisque les comateux, déjà les soignants leur mettent des photos au mur, et leur mettent de la musique, alors que les comateux ont les yeux fermés avec du sparadrap, etc. Mais intuitivement, les soignants le savent, ils le perçoivent, mais ils veulent pas le dire, ils veulent pas communiquer là-dessus. Un certain nombre de soignants communiquent maintenant là-dessus. Moi, j'en suis très heureux. Je pense avoir soulevé quelque chose de très important, même de fondamental pour l'avenir de l'humanité. Je ne dis pas que j'ai pas la prétention de faire la révolution, mais je dis que ma petite contribution, toute modeste, sera quand même relativement importante pour faire évoluer les esprits. Enfin, c'est ce que j'espère. Et je n'ai pas la prétention de changer le monde, mais je pense que je suis le petit domino en début de ligne là qui fait bouger les autres, et les autres commencent à bouger derrière moi parce que ils sentent qu'ils sont pas les seuls. C'est exactement comme avec la NDE. C'est exactement la même chose. Au départ, c'est Raymond Moody qui a commencé à... Jean-Jacques Charbonnier, on est arrivé au bout là, malheureusement. C'est vraiment dommage. Oui, je sais. Vous êtes intéressable et surtout, le plus dangereux, c'est que vous êtes passionnant. C'est pour ça, on se laisse. Je rappelle le titre donc de votre livre, La mort décodée, de votre roman. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Ça se lit vraiment d'une traite. C'est il y a de l'action, il y a une course-poursuite sur une autoroute qui est absolument hallucinante. Il y a des personnages hauts en couleur. Enfin bref, vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Et puis non, c'est avec plaisir. Et en plus, vous avez un style très agréable. Alors, vous me comblez. Mais est-ce que je peux rajouter une toute petite information? Très vite. Oui, très vite. Alors, je voudrais dire que le jeudi 27 mars 2008, au cinéma de Lavelanet, sera projeté donc à un côté film... de Toulouse, donc. Pardon? À côté de Toulouse. À côté de Toulouse, dans l'Ariège, sera projeté donc un film sur ces donc expériences après la vie, vue du côté des soignants, et donc on peut réserver au 05 61 01 75 51, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, on pourra discuter après. De toute façon, on en reparlera une semaine ou deux avant l'événement. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir Jean-Jacques Charbonnier. Au revoir Louis Bénédit. À bientôt. Merci. Au revoir. Dans quelques instants, nous allons retrouver Jean-Pierre Girard pour parler de psychocinèse et continuer avec lui la conversation entamée hier soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.